I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Décodeurs Atlantiques. La problématique des délais de paiement s'invite dans le débat public. L'Alliance des économistes et circlaliens a présenté il y a une dizaine de jours une série de mesures pour faire face au rallongement des délais de paiement qui causent la faillite de plusieurs PME. Au total, plus de 8000 petites et moyennes entreprises ont mis la clé sous la porte l'année dernière, selon InfoRisque. Les mesures proposées par le Parti de la Balance sont-elles concrètes? Est-ce qu'elles pourraient apporter une réponse? C'est notre premier sujet de débat avec nos décodeurs. Amine Diori, responsable communication au sein d'InfoRisque. Amine Diori, bonjour. Bonjour. Comment ça va en cette fin de semaine? Bien. Commence à faire chaud quand même. Non, ça va, c'est supportable. Avec nous également Frédéric Chevalier, CEO de Legal e-Service Maroc. Bonjour Frédéric. Bonjour Aja. Ravi de vous retrouver cette année encore. Merci, bonjour Amine. Alors, en deuxième sujet des décodeurs, Amazon, le géant mondial du commerce électronique, vient d'annoncer son intention de se lancer dans le secteur pharmaceutique. La multinationale s'est lancée ces dernières années dans la distribution des produits des grandes chaînes de distribution également. Le modèle de développement d'Amazon représente-t-il une menace pour les petits commerçants ou où s'arrêtera son appétit? C'est notre deuxième sujet de débat. C'est parti. On le disait donc dans la présentation, la défaillance des TPME est devenue un problème structurel au Maroc. Amine Diori, vous affirmez aujourd'hui que la défaillance des TPME est due en bonne partie au retard dans les délais de paiement. Alors, je ne l'affirme pas aujourd'hui, je l'affirme depuis des années. Oui. Et c'est un créneau, et même on me dit que je ne cesse de rabâcher Votre ce cheval créneau. de bataille, Oui, effectivement, ça fait des années que j'en parle parce que très rapidement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait un lien évident et en même temps il est logique, il est mathématique, il est financier. Il y a un lien entre délai de paiement, problème de trésorerie, défaillance d'entreprise. Donc évidemment, très tôt, j'ai sonné la sonnette d'alarme et évidemment au début, j'étais un petit peu seul pour en parler. Parce que c'est toujours délicat de parler de défaillance d'entreprise parce que tout de suite on vous accuse d'apporter des mauvaises nouvelles. Alors qu'en fait, je mettais le point simplement sur un fait qui est incontestable et je voulais amener la problématique qui était celle des délais de paiement. Aujourd'hui, il faut rappeler que les TPE sont payés à plus de 10 mois, les PME à 5 mois et les grandes entreprises à 3 mois. Donc voilà, et on sait que de manière inexorable, depuis 10 ans, les défaillances n'ont cessé d'augmenter de plus de 20% par an. Donc pour moi, il était important d'en parler très tôt et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, le débat s'invite justement dans le débat public. On y reviendra. Frédéric Chevalier, vous-même, vous gérez une entreprise. Est-ce que vous vivez ce problème de délai de paiement? Alors non, pas à notre stade, mais en même temps parce qu'on fait beaucoup de R&D, mais on le vit d'un autre côté parce qu'on parle souvent des délais de paiement, mais ce qu'il faut voir, c'est que finalement les délais de paiement, ça profite à qui? Ça profite beaucoup à l'État et beaucoup aux grandes entreprises, parce que la TPE-PME, excusez-moi d'employer une expression un peu triviale, elle paye tout au cul du camion. Quand on se déplace, Royal Air Maroc nous facture pas à 30 jours ou 45 jours, ni quelconque autre compagnie. On a organisé un gros événement, la plupart des fournisseurs, enfin on a eu quelques délais de paiement accordés par des fournisseurs, mais en principe on paye d'avance. Donc ça accroît la difficulté parce que la PME ou la TPE doit payer tout de suite et elle a un écart de trésorerie encore plus grand que si elle-même pouvait utiliser des délais de paiement. Oui. Donc la difficulté principale, elle est là. Parce qu'en fait, il y a un rapport de force, on en avait déjà parlé justement dans ce studio, entre la petite entreprise et l'État ou la grande entreprise qui est son client. C'est bien ça, Amine Diori? Oui, complètement. Frédéric Michel a parfaitement résumé la situation de la TPE marocaine. C'est un rapport de force entre la grande et la petite. La grande impose ses délais de paiement
aux petits, et de l'autre côté, elle subit des créances, des clients qui sont relativement importants. Donc évidemment, ça asphyxie la trésorerie. Le BFR ne cesse d'augmenter. Après, il faut savoir comment financer ça. Financement du BFR, vous allez voir votre banquier, vous avez vos fonds propres, et si ni l'un ni l'autre ne répond à ce besoin, à un moment donné, vous faites la même chose avec votre fournisseur. Et donc on rentre dans un cercle vicieux où chacun tient l'autre par cette question des délais de paiement, et puis malheureusement on voit que votre fournisseur aujourd'hui est devenu votre principal banquier. Mais à côté il y a une loi normalement. Pourquoi ces petites et moyennes entreprises n'utilisent pas justement à leur profit cette loi pour être précis, il y a même eu 2 lois sur ces délais de paiement. Il y a eu une première loi qui a été votée en 2011 et qui n'a jamais été réellement appliquée sur le terrain. Donc ça, c'est une vraie question. Et puis il y a une nouvelle loi qui est entrée en vigueur depuis quelques mois. Et malheureusement, elle est également inapplicable parce qu'il manque une chose essentielle. Il manque déjà des pénalités de retard. On ne sait toujours pas quelles sont les pénalités appliquées. On avait parlé à un moment donné de délais de paiement dérogatoires pour des secteurs spécifiques qui avaient des saisonnalités, qui ne pouvaient pas. Exactement. Mais pour ça, il y avait un préalable, c'était qu'une étude soit faite et qu'elle soit soumise ensuite à l'autorité de la concurrence pour validation. Or, on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité de la concurrence opérationnelle. Donc, voilà, on est toujours au point mort au niveau de la loi. Frédéric... Les décrets d'application ne sont pas tous pris. Donc, la loi existe depuis 2 ans, mais en même temps, elle n'est que partiellement ou pas du tout applicable. Alors, à votre avis, Frédéric Chevalier, à quoi c'est dû ce problème aujourd'hui au Maroc ? Déjà, faut quand même avouer que c'est un problème qui n'est pas uniquement au Maroc. Je veux dire, en France, il y a eu pas mal de choses. J'ai passé 8 ans au MEDEF et on s'était battu pour ramener des délais de paiement normaux à 30 jours. Qui sont en même temps moins importants que 30 jours et ne doivent pas excéder 60. Ici, on parle de ne pas excéder 90 et on s'aperçoit qu'actuellement, c'est entre 90, c'est entre 120 ou voire plus pour être payé. Donc, je pense que ce problème-là existe. Ce sera difficile de le résoudre. D'ailleurs, l'Istiklal fait des propositions et il parle d'une période de 18 mois pour s'adapter. Oui. Bon, donc ça veut dire qu'on sait très bien qu'on fera pas ça par un coup de baguette magique. Je pense qu'à un moment, il faut essayer de sortir par le haut et poser toute une série de questions. La loi ne résoudra pas tout. Parce que même si on met des pénalités, encore faut-il les faire appliquer. Est-ce que la TPE marocaine va aller au tribunal de commerce pour s'attaquer à je ne sais quelle grande entreprise pour obtenir des pénalités que, bien entendu, dans un rapport du faible au fort, l'entreprise ne paiera pas naturellement? Donc ça, c'est la première question. Deuxièmement, au risque de perdre son principal client. Voilà. Aussi. Donc il y a une forme de pression de chantage qui consiste à dire bon, ok, tu vas au tribunal, c'est très bien, mais c'est la dernière fois qu'on travaille ensemble. Deuxièmement, le délai. Une procédure devant le tribunal de commerce, ça prend du temps. Amine pourrait me confirmer, mais je pense qu'il y en a au minimum pour 9 mois pour aller en première instance. Ça, c'est un minimum. Et c'est donc 1 an en première instance, pour peu qu'il y ait un appel, parce que c'est de la grande entreprise, elle a un service juridique, elle peut se permettre de lancer dans des procédures, ça lui coûte rien, ils savent, ils maîtrisent. Entre-temps, la TPE aura mis la clé sous la porte, c'est-à-dire qu'on n'aura pas résolu le problème. Elle aura aggravé le problème parce qu'il va falloir payer des frais d'avocat, des choses comme ça, et on ne résoudra rien. Donc la question, c'est le constat, on est tous d'accord, c'est un problème de BFR, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on développe, on met un accent sur la facturage, par exemple, sachant qu'à partir du moment où vous avez facturé votre facture, la banque, c'est la banque, enfin c'est la société d'affacturage qui elle a les moyens d'avoir des services juridiques et de faire pression, qui va être, donc on va être dans un rapport de force plus équilibré. Ça a un coût, oui, ça. Mais à la limite, j'allais dire mieux vaut avoir des frais que de mourir. C'est tout. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Amine. Non, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, ce que tu dis là, j'en discutais il y a quelques jours avec un facteur, justement, sur le principe même. Je suis complètement d'accord, mais on ne règle pas le problème. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans une situation où les délais de paiement sont importants. Effectivement, on peut sortir les créances clients du bilan et les vendre au facteur. Effectivement, ça peut être une solution, mais ça a un coût et ça ne résout pas le problème. Est-ce qu'on pourrait faire intervenir le secteur bancaire, par exemple, et avoir des facilités de trésorerie de chez votre banque parce que vous avez un délai de retard, par exemple? Est-ce qu'on pourrait prévoir ça? Le gouvernement pourrait mettre en place, ou la Banque centrale éventuellement? En théorie, oui, mais dans la pratique, c'est pas le cas.
clairement, on voit que depuis quelques années, les encours de trésorerie, les statistiques de Banque du Maroc le disent clairement, les encours de trésorerie baissent d'année en année, en moyenne de 2-3%. S'il y avait une incitation de la Banque centrale? Mais il y a des incitations de la Banque centrale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques qui prêtent de l'argent aux entreprises, et notamment aux TPME, elles ont des taux de refinancement qui sont plus bas que les autres. Celles qui prêtent le plus, en tout cas aux TPME, ont des taux de refinancement plus bas. Mais ça ne change pas la situation. En même temps, il faut bien comprendre comment fonctionne une banque. Par définition, la banque rechigne, quand c'est pas un non absolu, à financer de la trésorerie. Exactement. La banque finance des investissements. Or, ce problème de BFR, c'est typiquement un problème de trésorerie. Donc, ça veut dire que la banque le fera pas. La banque, en plus, elle raisonne sur une forme d'analyse de risque. Vous pouvez amener une facture, de la société la plus solide du Maroc, même la signature de l'État. Il y a toujours un risque de défaillance parce que la banque ne sait pas si la prestation va pas être déclarée non conforme. Enfin, il y a plein de choses qui renforcent le risque. Donc ça, elle ne le prendra pas. Alors théoriquement, oui, mais sur les faits, c'est pas une solution, nous dit Amine Djouri. Donc, quelle pourrait... Non, je ne dis pas que c'est pas la solution. Au contraire, il faudrait que les banques puissent aider davantage. Le problème, c'est qu'à un moment donné, et ça, c'était des interviews de banquiers qui étaient sortis dans la presse, qui disaient que nous, notre rôle, quand je dis nous, c'est le rôle du banquier, ce n'est pas de financer éternellement l'augmentation des délais de paiement. À un moment donné, il faut savoir dire stop, et c'est ce qu'ils ont fait à un moment donné. C'est-à-dire qu'ils ont vu les délais augmenter, ils ont vu les besoins augmenter, et ils se sont dit que c'était pas leur rôle, effectivement, comme disait Frédéric Michel. Leur rôle, c'est pas de prendre des risques à considérer au risque de être remboursé. Déjà qu'on demande aux banques de financer le remboursement de la TVA de l'État, il y a un moment, il faut pas exagérer. Les banques vont pas suivre comme ça. On parle des délais de paiement dans cette première partie des décodeurs avec nos décodeurs Frédéric Chevalier et Amine Djouri. Alors, on parlait des propositions, des solutions qui se proposent face à cette problématique. Et justement, l'Alliance des économistes circlaliens propose aujourd'hui certaines mesures. Le Parti de la Balance propose de plafonner, par exemple, à 90 jours le délai de paiement des créances dues aux PME, quel que soit le secteur d'activité. Amine Djouri, en fait, c'est le cas aujourd'hui pour certains secteurs. Oui, tout à fait. En même temps, la loi, elle prévoit ça. C'est vrai que là-dessus, il y a une chose que je n'ai pas très bien compris, c'est pourquoi la PME spécifiquement. Sachant que aujourd'hui, 95% des défaillances d'entreprises, ce sont plutôt des TPE, pas spécifiquement les PME. Donc pourquoi se concentrer uniquement sur cette catégorie d'entreprises? Bon, évidemment, après, sur la demande d'application de la loi, évidemment que je suis pour. Maintenant, pour moi, pour que sa loi soit applicable, déjà, il faut que, les pénalités soient clairement définies. Et de deux, comme disait Frédéric Michel, et à mon avis, c'est ça le point essentiel, c'est comment on fait appliquer cette loi. Pour moi, c'est vraiment le point central. En France, ils ont trouvé la solution. Et c'est pour ça que depuis 2-3 ans, on voit une nette amélioration des délais de paiement en France, mais surtout une baisse forte des défaillances d'entreprises. C'est quoi cette solution alors? Il y avait une loi à un moment donné qui avait été votée en 2008, très peu appliquée. Et puis à partir de 2014, Macron arrive comme ministre de l'économie. Il décide de faire appliquer cette loi de manière beaucoup plus rigoureuse. C'est-à-dire que déjà en France, c'est la direction de la concurrence et de la répression des fraudes qui est justement en charge. On parlait tout à l'heure d'équilibre des rapports de force. Oui. On en déduit donc logiquement qu'il faut une autorité qui soit indépendante, qui soit capable de taper du poing sur la table et de dire aux grandes entreprises et à l'État, vous êtes des mauvais payeurs et si vous ne payez pas, vous allez payer des pénalités fortes. Donc de se saisir elle-même des dossiers en fait. Exactement. On va pas attendre que les TPME viennent la voir pour. Exactement. Ça va beaucoup plus vite qu'une procédure devant le tribunal de commerce d'ailleurs. Exactement. Donc l'autorité de la répression des fraudes en France, elle est là pour appliquer des amendes qui sont entre 375 000 et 2 millions d'euros qu'elles appliquent aux entreprises et voilà. Et puis depuis, on voit clairement que ça marche.
Et donc voilà. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire sur le site du ministère de l'économie, le ministère met en avant les mauvais payeurs en les nommant. Par exemple, on a vu récemment SFR, Disney, que des grosses entreprises épinglées par justement le ministère. Oui. Donc ça a un effet direct. Oui. Je veux dire, vous êtes un mauvais payeur, tout le monde le voit. C'est une bonne idée, effectivement. Soyons un peu fous et rêveurs l'espace de quelques secondes. On pourrait imaginer des mécanismes comme dans le RGPD, le règlement européen de protection des données personnelles, avec des amendes qui sont calculées sur le chiffre de l'affaire, sur le pourcentage du chiffre de l'affaire de l'entreprise pas défaillante, mais de l'entreprise mauvais payeur. Justement, on sait toujours pas comment ça marche. Ça serait efficace. Peut-être parce qu'on sait toujours pas comment vont être appliquées les pénalités. Amine Djari. Tant qu'on n'a pas de pénalité aujourd'hui. Justement. Donc c'est possible. Non mais le problème déjà au Maroc, c'est qu'il y a un problème de crédibilité de l'État. Quand on voit que les pénalités qui ont été proposées, donc c'était initialement 10% pour le secteur privé, 3,5% pour l'État. Bon, la CGEM plaide trouve que 10% est excessif, il faudrait ramener à 7%, mais il faudrait que l'État y a 7%. Déjà, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Quel est l'impact ou la légitimité qu'un gouvernement qui prend des mesures comme ça peut avoir pour faire changer le comportement de grandes entreprises qui sont puissantes, qui elles aussi sont dans un rapport de force avec l'État? Il y a vraiment un problème de crédibilité. Bien sûr, c'est pour ça que pour moi, il doit y avoir une autorité indépendante. Oui. C'est une évidence pour moi qui doit s'appliquer au-dessus de l'État et au-dessus des grandes entreprises, justement, pour rappeler à chacun, aux grands donneurs d'ordre, qu'elles ont un devoir envers ces TPE. Il faudrait une autorité aussi crainte que l'est l'Office d'échange. Justement, la création d'une autorité qui sanctionne de manière systématique les mauvais payeurs, c'est la solution pour vous aussi, Frédéric Chevalier? Ah, clairement, parce que la solution ne peut pas passer, comme je l'ai dit précédemment, par la voie judiciaire trop longue, trop coûteuse. Et encore une fois, je rejoins Amine, c'est vrai que quand on dit PME, on englobe tout le monde, mais il y a un vrai problème sur les TPE. Maintenant, je pense qu'il faut aller plus loin. Les propositions de l'Istiklal, d'un côté, il y a faire ce qui est déjà mis dans la loi, donc c'est pas une proposition, c'est juste du lobbying. Et de l'autre côté, il y a une espèce d'usine à gaz. Alors je vois bien l'esprit d'un système de bonus-malus où l'entreprise qui, la TPE ou la PME qui souffre du délai de paiement pourrait enlever cette facture pour la diminuer de ses impôts, et où l'entreprise qui traîne à payer devrait rajouter le montant de la facture à son bénéfice imposable. Complexe. Mais je vois difficilement, Amine, je sais pas si tu vois ça, mais je vois difficilement le processus qu'on pourrait mettre en place pour arriver à ça. Je suis complètement d'accord. Pour moi, c'est complètement inapplicable pour moi. Donc une solution qui s'impose. C'est un vœu pieux. Un principe de bonus-malus, pourquoi pas. Mais le système calqué à la française avec des amendes serait probablement plus efficace. Après, je crois qu'il y a une urgence aussi. Si on veut mobiliser tout le monde, je pense que le gouvernement marocain devrait déclarer un plan d'urgence pour les TPE-PME. Au nom du développement économique du Maroc, en cohérence avec la volonté d'atteindre le niveau de pays émergents, et évidemment montrer l'exemple, comme je l'ai dit, mais à sortir de toute une série de mesures, pas seulement celle-là, en disant voilà, on veut chercher un point de croissance en plus, on veut être moins dépendant dans la croissance, dans la structure du PIB, du revenu agricole, du secteur agricole, et on pousse. Et là, du coup, on mettrait, j'ai plusieurs fois eu l'occasion de le dire ici, il y a du saupoudrage dans la politique gouvernement actuelle. Pourquoi ne mettons pas en relation les différents plans, le plan sur le digital, le plan sur ceci, le plan sur la santé, pour qu'il y ait des effets de levier et que ça aille dans une direction et que tout ça crée un mouvement. Et donc un plan d'urgence pour les TPE, pas seulement les histoires de start-up et autres, ça en fait partie, mais pas seulement, pour dire voilà, au Maroc on veut récupérer, je sais pas si c'est le bon chiffre, Amine pourra le confirmer, mais mettons un point de croissance et mettre toutes les actions possibles ensemble, de manière concertée, coordonnée, pour qu'on obtienne ce résultat. Frédéric Michel vient de décrire à l'instant ce que la France fait en ce moment avec le pacte. Parce que c'est exactement ça, c'est un plan d'urgence pour les TPME, justement, pour les aider à croître, à créer de l'emploi et créer à long terme de la croissance supplémentaire. Pas de croissance sans développement de ces TPME, Amine Djari.
Pas de croissance, évidemment, et surtout pas d'emploi. Pas d'emploi. On parle de... Plus grand employeur, oui. Mais on parle de millions d'entreprises. Il y a des programmes qui sont aujourd'hui sur la place. Par exemple, le programme TAFIS, qui est un excellent plan, mais qui finalement ne crée pas beaucoup d'emplois. Parce que, tout simplement, les entreprises n'ont pas la trésorerie nécessaire. Et il est très limité, parce que moi, je vois, par exemple, qu'il y a besoin de profils extrêmement qualifiés. Il faut que les gens gagnent moins de 10 000 dirhams. Oui, c'est ça. Un ingénieur informatique à moins de 10 000 dirhams, s'il a des compétences big data ou blockchain, je peux toujours courir. Oui. Mais même à moins de 10 000 dirhams, il y a quand même une possibilité de créer énormément d'emplois. En tout cas, vous avez beaucoup de choses à dire sur la question. On conclut. Bon, on vient la semaine prochaine. Donc, pour conclure, une autorité indépendante assez forte pour sanctionner de manière systématique les entreprises qui dépassent les délais de paiement et qui se croient fortes. Et d'un autre côté, un plan global pour les TPME. On arrive à la fin de cette première partie des décodeurs. Coup de cœur, coup de gueule. Et tout de suite le coup de cœur, coup de gueule. Alors, Amine Joly. Alors moi, ce sera un coup de gueule. Je lisais un article très intéressant récemment. Donc la Société Générale, donc le responsable de la partie détail dit que d'ici 5 ans à peine, 75% de ses salariés vont changer de travail. Et donc ça fait quand même un peu peur. Donc du fait de la digitalisation, de la robotisation, de l'intelligence artificielle, 75% des salariés de leur effectif de la banque. Au Maroc ou Non, là il parle uniquement de la France. Ah, en France. Il parle uniquement de la France. Il n'y aura plus de métier de caissier, par exemple, d'ici 5 ans. Les responsables d'agences verront considérablement changer leur poste. Et idem pour plus de 3/4 de l'effectif. Et à côté de ça, ils ont mis en place un système de formation justement de leur effectif, essayer de comprendre leurs compétences, de mettre une cartographie des compétences des métiers de l'avenir pour se préparer. Et je me dis que si la France en est là aujourd'hui et que nous pays 75, il faut qu'on se prépare. Jusque-là, je vois pas le coup de gueule. Non, mais le coup de gueule, il est là. C'est-à-dire que la France qui potentiellement va être plus faiblement touché qu'un pays comme le Maroc en matière de suppression d'effectifs liés à la digitalisation. Eux, ils se préparent. Nous, on n'est pas préparés. Oui, il faut qu'on se prépare justement. Je pense. J'avais lu une étude, je sais toujours pas si elle est vraiment fondée ou pas, qui disait qu'avec l'intelligence artificielle, dans les années à venir, c'est plus de 50%. Oui, 50%. Elle n'inclut pas l'économie informelle. Mais je veux dire, il y a de quoi faire une révolution. À un moment, il faudrait peut-être sortir le sujet. Justement, quand Amine parle de l'exemple de la Société Générale qui a réalisé une cartographie de ses salariés qui pourraient faire quoi, etc. Il faut commencer par ça. Il faut commencer déjà par identifier les secteurs qui vont être le plus touchés d'ici les 5 ans à venir. Les compétences, où est-ce qu'on peut les mettre ? Oui, parce que sinon on va se retrouver avec des masses de salariés qui du jour au lendemain vont se retrouver sans travail, dans la rue à manifester. Des formations. Voilà, c'est ce qu'on. Vous comprenez maintenant, Frédéric Chevalier. Ah non, mais là, je vois le coup de gueule, mais j'avais pas. C'était probablement parce qu'à force d'être en France, faire des allers-retours entre la France et autres, j'étais un peu. Moi, je vais être moins original. Il y a un coup de gueule. Il y a un coup de cœur. On va penser positif, tâter d'un coup de gueule. Mais le décodeur d'hier en a parlé. Moi, je voulais quand même dire, j'ai suivi avec attention les matchs du Maroc et j'étais vraiment peiné parce que je considère que c'est une équipe qui était vraiment bien préparée pour monter en puissance et qui aurait dû aller en 8e de finale ou même en quart. Il y a toujours une part de chance après. Mais sur les erreurs d'arbitrage, je pense qu'on avait l'occasion, après tous les scandales de la FIFA, de montrer qu'on était rentré dans une nouvelle ère avec quelque chose de très propre. Et là, je parle pas seulement du Maroc parce qu'on va dire que je suis sur une radio marocaine, je défends le Maroc, mais il y en a eu partout. Les Suédois contre les Allemands, enfin partout. Et on voit ce même arbitre qui récidive encore sur le match avec l'Angleterre. C'est proprement scandaleux. Ça montre que le football, au niveau des instances du sport, j'ai pas peur des mots, est encore quelque chose de pourri. Et dans ce cas-là, faut le dire. Soit on a volonté de faciliter la vie à certaines équipes parce que derrière il y a des enjeux financiers, des sponsors. Et dans ce cas-là, qu'on arrête de nous parler on vous parle de spectacle, mais pas de compétition sportive. Bon, vous connaissez le proverbe français, on en parlait hors antenne avec Amine, bien malais qui ne profite jamais. Donc pour ce qui est du Portugal et de l'Espagne, qui eux, en tant qu'équipe, n'y étaient pour rien. Enfin, un petit peu moins le Portugal peut-être. Mais voilà, c'est vraiment scandaleux et honteux. Ça gâche un beau spectacle. Et j'arrive sur mon coup de cœur, d'une
manière générale, on a vu des très très beaux matchs, avec des surprises, avec des choses extraordinaires, et bien entendu, un coup de cœur pour les Bleus, avec Amine. Allez les Bleus, En espérant que l'arbitrage on sera croise bon, les doigts, on croise les doigts, moi j'espère de tout cœur Frédéric. Oui, mais sur les équipes favorites, il y a moins de danger malheureusement, donc c'est pas juste pour le Maroc, mais ça peut nous arranger, et puis voilà, puis je me risque un pronostic, j'espère de tout mon cœur une filiale France-Croatie le 16 juillet, et Inch'Allah quelque chose à fêter. En plus, l'Afrique n'a plus d'équipe engagée, mais on devrait être tous derrière l'équipe de France, parce que c'est à peu près la seule équipe africaine qui reste en compétition. C'est un choix. On arrive à cette deuxième partie des décodeurs. On va parler d'Amazon. Amazon qui multiplie les secteurs dans lesquels il intervient. Au-delà de la distribution en ligne, le géant américain étend ses activités aujourd'hui à des secteurs aussi différents que diversifiés. Production de films, produits pharmaceutiques, produits de grande distribution. Le groupe a un appétit insatiable et des chiffres à rappeler. Amazon, c'est aujourd'hui 200 milliards de dollars de recettes annuelles, plus que le PIB du Maroc. Faut peut-être le rappeler, presque le double en fait du PIB du Maroc. Alors, je me tourne vers vous pour commencer. Une entreprise partie de rien. Ouais. Ça renvoie à ce qu'on dit sur les TPE. Je me tourne vers vous pour vous demander, Frédéric Chevalier, qu'est-ce qui explique pour vous le succès de cette entreprise ? Le succès d'Amazon, c'est d'avoir compris très en amont justement l'évolution des comportements dans l'économie numérique, mais c'est surtout un succès qui est fondé sur la variété des références, on peut tout trouver quasiment sur Amazon, et une logistique incroyable. Ils en arrivent à promettre, vous commandez avant 17h, le lendemain vous êtes livré chez vous, c'est-à-dire que ce qui peut être le frein à acheter sur un site e-commerce ou à distance, parce que, enfin je sais pas, Amine, moi quand j'achète un gadget, j'aime bien l'avoir tout de suite. Ouais. Là je voulais acheter un truc, j'ai regardé sur des sites Jumia, Hmall et compagnie, si on a 7 jours ou 9 jours de délai, on a plutôt envie d'aller en boutique. Donc ils ont compris ça, il y a une logistique incroyable, et après il y a un effet de masse. Aujourd'hui, dans la nouvelle économie, il est très important, une entreprise, la seule stratégie de développement qui existe, c'est de croître très très vite, d'où la notion de start-up, sur un marché national, et ensuite de lever des fonds pour partir à la conquête du monde. C'est ce qu'a fait Amazon. Et petit à petit, il grignote. Voilà, donc ça c'est un succès. Maintenant, Amazon est lui-même menacé, parce qu'on parle toujours d'Amazon, mais il y a Alibaba qui s'apprête à déferler sur l'Europe et probablement un jour sur l'Afrique, et on va assister à un bras de fer sino-américain ou américano-chinois qui va être la course à justement l'innovation, à la qualité de service. Amine Dioli, pour vous, qu'est-ce qui explique ce succès ? Et même nos arguments présentés par Frédéric. Oui, complètement, bien sûr. Ils ont compris très vite, très tôt, ce qu'était que le e-commerce, la stratégie digitale. Moi, c'est vrai que cette notion de stratégie, elle est primordiale. Ils savent déceler immédiatement tous les secteurs d'activité qui sont à fort potentiel de création de valeur et toujours centrés autour de leurs clients. Par exemple, quand Amazon s'oriente, par exemple, dans le domaine bancaire, ça n'est pas pour rien. Ils ont toujours une idée derrière la tête. C'est parce que d'une part, pourquoi la banque, pourquoi créer des dépôts à vue, par exemple, avec tout simplement parce que ça leur permet de mieux connaître encore les comportements de consommation de leurs clients et de leur vendre derrière des produits. Quand vous avez un compte et que derrière Amazon sait que vous achetez par exemple des disques, que vous avez acheté telle chose, des livres, etc., derrière Amazon est là pour vous vendre d'autres choses. Donc il y a cette notion de connaissance du client qui est très forte, et puis derrière ils ont une stratégie de conquête qui est hyper agressive. Oui. Hyper agressive. On se pose la question de savoir pourquoi, avec 200 milliards de chiffre d'affaires, ils font à peine 3 milliards de résultats nets. C'est qu'il y a une raison à ça. Parce qu'ils privilégient en fait la croissance aux marges, en tout cas au début. Mais bien sûr, au début, en ce moment, aujourd'hui. Là-dessus, ils n'ont rien inventé. C'était le modèle de la grande distribution. Là, mais justement, parce que vous avez, Frédéric Chevalier, quand vous avez expliqué un peu ce qui expliquerait les raisons de ce succès, vous avez parlé d'effet de masse, de logistique, Amine, de connaissance de clients, de stratégie, mais il faut dire aussi que c'est une politique commerciale très agressive
agressif, quitte à vendre à perte pour casser la concurrence, ce qui est déjà arrivé. Amine Dioli, vous avez partagé avec nous un article très intéressant de la tribune.fr sur la question. Et donc, c'est quand même assez agressif, même par rapport, parfois, avec leurs propres partenaires, Amine Dioli. Oui, Donc chaque fois qu'Amazon investit un secteur particulier, vous voyez les autres acteurs du secteur commencent à trembler et leurs cours de bourse commencent à s'effondrer. C'est le cas, par exemple, quand Amazon a racheté il y a quelques jours un distributeur en ligne de médicaments. Tous les distributeurs pharmaceutiques cotés en bourse ont vu leurs cours baisser parce que dès qu'Amazon met le pied quelque part, ça peut créer un choc dans tout le secteur. Je citerai par exemple l'exemple de Toys R Us et de la Grande Récré en France dans la distribution de jouets. Amazon clairement a détruit complètement la distribution traditionnelle de jouets. Aujourd'hui, on vend plus de jouets sur Amazon que Toys R Us, par exemple. Il y a une anecdote, Amazon qui voulait racheter une entreprise qui vendait des couches. Voilà, justement. L'entrepreneur a refusé. Finalement, elle a carrément cassé les prix en proposant aux clients d'acheter chez elle ces produits-là, mais à 30% de moins s'ils s'engagent pendant une année, par exemple. Et justement, il a cassé les prix, il a vendu à perte et finalement il n'a pas été sanctionné. Mais enfin, c'est une question à se poser. Est-ce que c'est un modèle à remettre en question aussi, Frédéric? En fait, je sais pas ce que tu en penses, Amine. Moi, ça m'a un peu fait sourire. Enfin, on peut rire jaune, mais je trouve que ça a le prototype du truc monté en épingle par un journaliste. C'est-à-dire que... Vous pensez que c'est ciblé? Non, je pense pas que c'est ciblé. Si on prend un exemple, effectivement, le fabricant de couches qui ne veut pas être distribué sur Amazon, qui résiste et que Amazon voudrait casser. Je pense que quand on voit le chiffre d'affaires en jeu, Amazon a autre chose à faire que de casser un fabricant de couches dans un pays. Mais c'est des méthodes qu'on a vues avec la grande distribution. Il y a plein de petites marques qui sont soit déréférencées, on connaît les histoires de marge arrière, de tout ce qu'il y a eu de malsain dans la grande distribution. On voit la même chose. Moi, je crois, pour revenir sur la question quand même, est-ce que c'est une menace pour le commerce de proximité? Il y a ça, effectivement. Il y a un rapport du faible au fort. Mais d'ailleurs, je reprends la grande distrib. Si on prend en France, vous avez des marques de grande distribution qui ont privilégié des partenariats locaux avec des producteurs de l'agriculture. D'ailleurs, on devrait, sur fond de discussion du boycott, on devrait réfléchir à ça pour le Maroc. Et puis, à côté de ça, vous avez des marques qui appliquent des baisses de prix, des tarifs parfois à la limite de la perte. Donc, autorité de la concurrence, le jour où elle est vraiment, comment on l'appelle, conseil de la concurrence, oui. C'est de vérifier effectivement qu'on puisse pas faire de vente à perte, mais ça existe dans d'autres pays. Mais il y a aussi toute l'opportunité pour le petit commerce local d'élargir sa zone de chalandise en étant sur la marketplace. L'article a l'air de dire que c'est un véritable bind d'être sur une marketplace. Non. Vous avez une boutique, je sais pas, une parfumerie, vous mettez des produits sur la marketplace d'Amazon, vous bénéficiez d'un trafic immense. Donc d'une zone de chalandise importante et vous pouvez faire l'équivalent du chiffre d'affaires d'une deuxième boutique rien qu'en travaillant avec Amazon. Ouais. Donc c'est changer ses méthodes de travail, c'est s'ouvrir un petit peu à d'autres choses, effectivement avoir une qualité de service et une politique de prix parce que du coup comme on augmente, on a de la masse, on va réduire la marge pour avoir la politique d'Amazon. Oui. Mais ça c'est à la portée du petit commerçant. Donc il y a du bon. Enfin, je suis plus nuancé que ce qu'on est dans l'article. Ce n'est pas condamnable justement? Non, c'est condamnable dans les faits, certes, mais bon, c'est quelque chose qui est, comme le disait Frédéric Michel, c'est quelque chose qui existe depuis mais normalement, c'est sanctionné par la loi, vendre à perte. Oui, mais c'est pas non plus le point le plus choquant. Puis encore, faut démontrer parce que dans le cas qui est cité, c'est un abonnement. Donc on a créé un nouveau service. Il y avait un moment en France quelqu'un qui avait sorti un abonnement sur les chaussettes. On payait tant par mois et on recevait 6 paires de chaussettes par mois. Bon, c'est un abonnement, donc c'est difficile d'établir la vente à perte parce que justement on a fait de la masse parce que enfin je sais pas ce que tu en penses mais sur la question de la marketplace, oui effectivement c'est une opportunité pour ces TPME. Je rappelle quand même que plus de la moitié des produits en volume qui sont vendus aujourd'hui via Amazon sont des produits de distributeurs, pas d'Amazon elle-même mais des distributeurs qui vendent leurs produits sur Amazon et ça représente 20% du chiffre d'affaires d'Amazon. Donc clairement les deux parties y gagnent. Maintenant, c'est vrai aussi quand on réfléchit à la structuration du chiffre d'affaires d'Amazon et de sa profitabilité, il y a quand même, on distingue deux vaches à lait en fait qui permettent de financer l'expansion de l'entreprise. C'est la partie notamment la publicité,
comme disait Frédéric Michel, le fait d'être la plus grande marketplace au monde, 100 millions d'utilisateurs quotidiennement, ça se monnaie. Et d'autre part, c'est surtout la partie cloud où là vous retrouvez ces 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et surtout 25% de résultats nets, de marge nette. C'est ça qui en réalité sauve la marge d'Amazon et c'est ce qui permet de financer l'expansion d'Amazon sur la partie e-commerce, le cloud. Donc c'est son business model. Exactement. Et d'ailleurs, on parle souvent de l'arbre qui cache la forêt, mais le vrai risque de domination d'Amazon, il est dans le cloud, dans la data et dans tous les services qui permettent d'exploiter la data. D'accord. Amine, vous avez soulevé tout à l'heure le point sur la menace des petits commerçants. Comment se présente cette menace? Alors, il y a le côté menace dans le sens, effectivement, une des tactiques d'Amazon, c'est justement de laisser les petites entreprises justement vendre leurs produits sur la plateforme. Si jamais ils distinguent un produit ou un produit qui les intéresse, ils vont commencer à les distribuer eux-mêmes en propre. Ce qui va évidemment venir concurrencer le petit producteur le petit distributeur qui vient vendre son produit et qui à terme pourrait l'éliminer. Ça c'est la première chose. Mais de l'autre côté, il faut pas non plus voir que la menace, il y a aussi le côté financement parce qu'il faut rappeler que Amazon est présent dans la partie financement. Elle prête près de 3 milliards de dollars chaque année aux TPME justement pour les aider à acheter leurs propres produits. Donc aujourd'hui, on pourrait en profiter au Maroc justement. Bien sûr, c'est un service qui existe aujourd'hui. Je veux dire, il y a près de 20 000 PME américaines qui bénéficient de ce service. Ça peut être également duplicable dans beaucoup d'autres pays, bien évidemment. Et puis il faut voir aussi une chose dont on parle pas souvent. Si vous créez, je sais pas, un site e-commerce en dropshipping et autres, vous pouvez vous appuyer sur la chaîne logistique d'Amazon parce qu'ils commercialisent aussi la prestation logistique. Donc voilà. Mais tu as raison sur la finance. Il y a une très belle infographie qui montre comment ils sont en train de détricoter la réglementation bancaire et je crois que le meilleur est à venir. On aurait pu aussi, si on avait eu le temps, parler de l'arrivée d'Amazon dans l'alimentaire. Oui. On est rattrapé par le temps. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci également Amine Dioli, responsable communication au sein d'Inforisque. Merci. Et Frédéric Chevalier, CEO de Legal e-Service Maroc. Merci. Merci également à Youssef Routni à la réalisation. Je vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end.